En ce mois de mars 2011, dans le climat de ce que l'on a appelé le printemps arabe, qui a abouti à la chute du président Ben Ali en Tunisie et de Hosni Moubarak en Égypte, un autre complot. Je pèse bien mes mots. Une autre manipulation bien orchestrée va toucher l'Afrique en plein cœur. Paris a décidé de donner la démocratie au peuple libyen qui serait torturé, assassiné par son leader Muammar Kadhafi. Cette fois-ci, c'est la France qui est à la manœuvre. Mes chers compatriotes, c'est mon devoir de prendre les décisions qui s'imposent quand les circonstances l'exigent. Nous avons donc le devoir d'agir face à la crise libyenne dont les conséquences pourraient être très lourdes pour la stabilité de toute la région. Le président Nicolas Sarkozy, bref ami du guide libyen, a décidé d'en finir avec lui, pour des raisons qui lui sont propres. Mais il a su habiller tout ceci avec le fameux principe de la démocratie urgente pour sauver les pauvres Libyens pour qui il a une grande affection. Sur le coup, la presse et ce que l'on baptise de façon générique l'opinion internationale le soutient dans son projet. La chasse à l'homme est ouverte. Malgré les protestations, les intermédiations des Africains, rien n'y fait. Muammar Kadhafi, qui a compris que son sort est scellé et qui est prêt à négocier pour abandonner le pouvoir, est coupé du monde. Les dirigeants africains qui veulent jouer la médiation et qui veulent le rencontrer pour éviter le bain de sang sont éconduits. Pas question qu'ils s'en mêlent. Now, when this problem of Libya started, the African Union, with our chairman who is here now, this gentleman here, they formed a committee of a few of us. I think we were 6. I was one of them. The whole of the African Union gave that committee a mandate to look for a solution for the Libyan problem. Now, on one occasion, I didn't go that time. These excellencies, this one here, Jacob Zuma, and the others, I was not there, but my minister was among them. They entered a plane in Nouakchott, in his place. They were going to Libya to mediate. And they were told by NATO to go back. Yes. Said, you go back. Yes, he's here. If I'm telling lies, I'm not the one who invited him, you're the one who invited him. African presidents on an African mission over African soil were ordered by NATO to go back. That NATO has not allowed them to land in Libya. Now, we call this in Swahili, dharau, contempt. This is contempt. So now you can weigh yourselves now. Your presidents were ordered by NATO. 6 of them, not one. If it was only 7, maybe you could say. Now, these fellows didn't listen to us. They continued. They killed Gaddafi. Now Libya is in tatters. Up to today. Mais je crois qu'ils avaient décidé qu'il fallait bombarder. Je crois que tout ce qui se passe là était déjà décidé. Que pouvions-nous faire? Qu'est-ce que les États membres pouvaient faire devant une situation comme ça? Muammar Kadhafi va être froidement assassiné et la Libye va imploser. It is great to be here in free Benghazi and in free Libya. Jeunes de Benghazi, jeunes de Libye, jeunes arabes, la France veut vous dire son amitié et son soutien. Vive Benghazi! Vive la Libye! Vive l'amitié entre la France et la Libye! Nous avons fait ce que nous avons eu à faire parce que nous pensions que c'était juste. Il n'y a eu aucun accord, il n'y a eu aucun dessous de main quant aux richesses de la Libye. Nous ne demandons aucune préférence et aucun passe-droit. On attend toujours la démocratie promise. Mais ce que l'on va apprendre par la suite dépasse toute imagination. Le président Barack Obama des États-Unis d'Amérique
Les alliés anglais de la France vont reconnaître par la suite qu'on leur a menti sur l'ampleur de la menace. Vous vous en rendez compte? Ils ont mis ce pays sans dessus-dessous sur un mensonge. Ça ne vous rappelle rien? Bush qui disait que ses services lui ont menti en faisant croire que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Oups! Désolé, on ne l'a pas fait exprès. Pardonnez-nous si on a fait de votre pays, la Libye, une ruine. Et pire, on va apprendre qu'il y avait d'abord une affaire personnelle dans cette expédition punitive. Une valise comme ça, ça s'ouvre comme ça s'ouvre et l'argent est dedans. Dans cette période, vous parlez 2006, n'est-ce pas, de novembre 2006, disons début 2007, Sarkozy était toujours à l'intérieur. Claude Guéant était toujours directeur de cabinet. Un jour, Monsieur Sanoussi, qui était en charge des services des relations, des services des relations extérieures, si vous voulez, un jour, Monsieur Sanoussi me demande si je peux être celui qui transporte une partie de ces sommes à Claude Guéant de l'intérieur, à l'intérieur. Et à ce moment-là, je dis si c'est bon, mais comment faire rentrer ça en France? Il me dit que le ministère de l'Intérieur sera informé, et donc tu rentres, il n'y a pas de problème. Et donc son frère Hameda s'amène avec une valise que je dois ramener en France. Dans cette valise, il y a quoi exactement? Il n'y a rien d'autre que de l'argent. Il y a à peu près, je pense, la première, c'était 1,5 million. Ils font appel à moi parce qu'ils ont confiance. Donc je prends, je livre. Le deuxième voyage se passe de la même manière? Le total faisait 5. Donc la deuxième 2 et la troisième 1,5. La somme de 5 millions d'euros a été versée pour la campagne du président français Nicolas Sarkozy en 2006-2007. J'ai personnellement supervisé le transfert de cette somme via un intermédiaire français, en la personne du directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. Sarkozy était alors ministre de l'Intérieur. Il y avait aussi un second intermédiaire, le nommé Takieddine, un Français d'origine libanaise installé en France. Je confirme que cette somme a bien été réceptionnée par Sarkozy. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous lui avons accordé une aide, mais il nous a déçus. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert. Avec cette affaire, dans l'affaire, on découvre que ce que l'on avait emballé sous le couvert de la démocratie, encore une fois, était une tragique histoire crapuleuse, une histoire de voyous. Franchement, quand on découvre un ancien président de la République qui a un téléphone caché avec un faux nom, alors les plus gentils vont dire c'est une affaire de cour de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Même si le responsable du chaos est condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, ce n'est pas pour le chaos suscité en Libye, non. Cette affaire, on n'en parle plus. Pas de Cour pénale internationale, pas de réaction de l'Union africaine. C'est terminé, oublié. Comment dans ce cas reprocher aux jeunes, au grand public africain de ne plus croire en la justice, au droit international, aux grands discours servis par les puissances occidentales qui se passent toujours pour les gardiens de la morale et de la vertu? Ce n'est pas tout. Le pire, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase en Afrique, dans le Sahel notamment, va naître de cette aventure libyenne. Avec la défaite de la Jamaïria, ce n'est plus des armes qui viennent, c'est des hommes. C'est des milliers d'hommes qui sont venus. Mais c'est des armées organisées. La plupart viennent de la grande brigade de Kadhafi. Et cette brigade super armée et bien organisée, qui était l'un des bastions et qui a été l'un des remparts et les derniers remparts de la lutte sur Sirte, aussi bien que Tripoli. Ces gens sont venus en grande masse et ont déferlé dans la bande sahélo-sahélienne. Depuis la déflagration de l'État libyen, les conséquences directes de cette action qui a été menée par l'OTAN, les pays du Nord, c'est nos pays, c'est nos populations qui souffrent, nos populations qui meurent. Brutalement, la crise éclate en Libye. La Libye
il faut reconnaître, est un pays surarmé, contenant à plusieurs lieux des caches d'armes et de munitions extrêmement importantes. Avec la désintégration répétée de l'armée libyenne, eh bien tous ces magasins d'armes et tous ces magasins de munitions sont laissés à l'air libre. Et c'est ainsi que toutes ces menaces que je viens de citer se sont renforcées en capacité militaire, ont eu beaucoup de moyens, ont eu des armes nettement plus sophistiquées, des armes antiaériennes, des SAM et tout. Donc c'était le magasin d'armes le plus important au monde, le mieux fourni et le moins cher. Donc ça permet à toutes ces menaces que je viens de citer d'y aller. La solution n'est pas entre nos mains. La solution, c'est entre les mains de l'OTAN qui a créé le désordre, n'a qu'à aller ramener le désordre, l'ordre. Avec la déflagration libyenne, donc, va naître le grand chaos dans le Sahel. Désordre pourtant prévisible, contre lequel les Africains avaient mis en garde les dirigeants européens. Mais personne ne les a écoutés. Comment dans ces circonstances ne pas écouter les Africains, notamment la jeunesse, qui demandent à ces pays d'assumer leurs responsabilités? C'est eux qui ont mis le feu. Ces désordres, c'est eux qui l'ont amené. Et pourtant, ces grands pays adoptent encore une fois la posture de sauveurs. Ils se veulent les saints justes qui vont le secours des plus faibles, des opprimés. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Malgré ces échanges plutôt musclés, plutôt francs de la part des jeunes qui ne veulent plus être pris pour des idiots, le narratif ne change pas. Le Nord s'obstine à faire la leçon. Mais le discours a désormais du mal à passer. Il y a un langage courant qui est admis en France. On pose toujours le débat sur l'Afrique. Est-ce que la France va perdre l'Afrique? Mais la notion de perte suppose la notion de possession. Quelle est la légitimité de la France aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes à revendiquer un précaré? C'est le mot qui a été utilisé. On parle de précaré. Je pense que ce logiciel-là, il est obsolète. Un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de bases militaires. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. C'est qu'on ne voit aujourd'hui en Afrique, quand on est étudiant africain, quand on est responsable africain, quand on est de quelque État que ce soit, on ne voit qu'une chose, c'est la présence militaire de la France et la présence financière de la France à travers le CFA. Cette présence-là, il convient aujourd'hui de faire en sorte qu'elle ne soit pas dominante et que notre politique ait d'autres objectifs, d'autres buts et qu'elle apparaisse comme davantage respectueuse des pays d'Afrique. C'est ce qui fait la force de tous les États qui aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique, la Turquie, le Japon, la Chine, le Brésil et bien d'autres. Nous ne sommes pas le Zorro des relations internationales. Nous n'allons pas débarquer en disant nous voulons vérifier que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je ne vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. La France ne peut pas à la fois accepter la situation institutionnelle créée au Tchad après la mort du président Idriss Déby, tout en condamnant le Mali d'Assimi Goïta, en reconnaissant la junte du colonel Damiba au Burkina Faso, en envisageant de faire la guerre au régime nigérien via la CEDEAO et en donnant son feu vert au coup d'État mené au Gabon par le général Brice Oligui Nguema. Il arrive un moment où les subtilités théoriques se transforment en arguties rhétoriques qui finissent en douloureuses contorsions et fait le lit du sentiment de 2 poids, 2 mesures. Je le dis sans embâge, si nous ne sommes plus compris de nos amis africains, dans les chancelleries comme dans la rue, c'est parce que nous ne sommes tout simplement pas compréhensibles. Comment, avec autant d'errements, avec des conséquences aussi importantes, ne pas comprendre le rejet des Français et des Occidentaux en général dans les pays du Sud global, pour utiliser la terminologie de Villepin, qui semble mieux avoir compris les enjeux? Si une personne vous a causé autant de tort, même si c'était de bonne foi, ce qui ne semble pas être le cas, comment peut-on vous demander de continuer à avoir de la considération pour lui? Comment vous demander de continuer de suivre ses orientations, ses conseils, ses recommandations? La rupture vient de là. Elle est profonde et s'explique rationnellement.